Le 12 août 2025, à 6h30, un télégramme confidentiel tombe et le Sahel se contracte en 1 minute. Il impose un dilemme brutal. Céder 70% des réserves d'or contre une réduction de dette, comme si la souveraineté pouvait se solder au poids. Que reste-t-il à un citoyen quand chaque gramme devient une frontière et qu'Ibrahim Traoré doit décider sous ultimatum? À midi, une foule attendue. Une phrase courte. Ce récit promet une lecture claire d'une crise présentée comme technique, mais dont les effets touchent directement l'économie, la politique et la vie quotidienne au Burkina Faso. Et en quelques minutes de lecture, comprendre ce choix permet de saisir pourquoi une décision prise en quelques heures peut influencer des années de trajectoire nationale. L'enjeu n'est pas seulement financier. Accepter l'ultimatum aurait signifié un soulagement immédiat, mais au prix d'un affaiblissement durable de la capacité de décision du pays. Refuser, au contraire, expose à des chocs à court terme, tout en ouvrant la possibilité d'un contrôle renforcé des ressources. Dans cette tension, Ibrahim Traoré n'agit pas comme un symbole isolé, mais comme un point de convergence entre dettes accumulées, pression diplomatique et attentes populaires. Ce qui se joue ici concerne aussi les partenaires régionaux, les investisseurs étrangers et les citoyens ordinaires, car chaque option redistribue les risques et les bénéfices différemment. La question centrale devient alors simple mais lourde. Quel prix une nation accepte-t-elle de payer pour rester maîtresse de ses choix? 2 heures après l'ultimatum, un chiffre circule déjà dans les cercles financiers. 70%. Ce pourcentage, posé froidement sur le télégramme reçu par Ibrahim Traoré, ne désigne pas seulement une part d'or, mais un basculement possible de souveraineté. À première vue, la demande paraît classique dans l'histoire des relations dette-ressources. Des États surendettés acceptent de céder une fraction de leurs richesses naturelles contre un répit budgétaire. Pourtant, dans le cas du Burkina Faso, le contexte change tout. Le pays vit depuis des décennies avec une dette croissante, tandis qu'une part significative de sa production aurifère échappe au contrôle direct de l'État. L'or, extrait localement, circule souvent dans des circuits où la valeur ajoutée quitte le territoire plus vite qu'elle n'y entre. C'est là que se situe le premier renversement. En exigeant une cession massive et immédiate, l'ultimatum transforme une relation de long terme en test instantané. Il ne s'agit plus de renégocier des échéances, mais de trancher entre deux modèles. Accepter une dépendance prolongée ou assumer un choc pour tenter de reprendre la main. Ibrahim Traoré comprend que le choix ne se mesure pas seulement en tonnes ou en devises, mais en capacité future à décider sans tutelle. Le contexte régional accentue encore la pression. Le Sahel traverse une période de recomposition politique, marquée par une remise en cause des cadres hérités. Dans cet environnement instable, chaque décision nationale est observée, commentée, parfois instrumentalisée. Une concession perçue comme excessive pourrait affaiblir la position du pays face à ses voisins et partenaires. À l'inverse, un refus ferme comporte le risque d'isolement diplomatique et économique. C'est précisément ce détail révélateur explique pourquoi l'ultimatum dépasse la technique financière. Il agit comme un accélérateur de contradictions déjà présentes. Richesse minière contre pauvreté persistante, promesse d'aide contre perte de contrôle, stabilité immédiate contre autonomie incertaine. À partir de ce moment précis, la crise cesse d'être abstraite. Elle devient une équation concrète, dont chaque variable touche directement l'État, le marché et les citoyens. Autour d'Ibrahim Traoré, la décision ne se prend pas seule, ni dans le silence. Très tôt, un cercle restreint de conseillers est mobilisé, chacun incarnant une facette concrète des conséquences à venir. Une économiste du ministère des Finances rappelle que l'endettement n'est pas seulement un chiffre, mais une contrainte permanente sur les politiques publiques, limitant écoles, hôpitaux et investissements. À ses yeux, céder l'or offrirait un répit rapide, mais refermerait la porte à toute réforme structurelle durable. Un ingénieur des mines apporte un autre éclairage. Il explique que les gisements aurifères ne sont pas interchangeables avec de la liquidité immédiate.
Leur valeur réside dans le temps, dans la capacité à financer des projets nationaux sur plusieurs années. Abandonner une part aussi massive reviendrait à hypothéquer des marges futures, au moment même où le pays cherche à reprendre le contrôle de ses ressources stratégiques. À ces analyses s'ajoute la voix plus discrète d'une jeune juriste, formée localement. Elle évoque des clauses contractuelles peu exploitées, des marges de renégociation possibles avec certaines entreprises étrangères. Son propos ne promet pas de solution miracle, mais introduit une idée clé. Le droit peut devenir un levier, pas seulement une contrainte imposée de l'extérieur. Ces échanges produisent des effets immédiats. Dans les heures qui suivent, des rumeurs filtrent à Ouagadougou. Les marchés locaux réagissent nerveusement, les conversations dans les rues changent de ton. La crise cesse d'être lointaine. Elle se traduit par une attente palpable, une inquiétude mêlée d'espoir. Ibrahim Traoré perçoit alors que l'impact psychologique de la décision comptera autant que ses conséquences économiques. Le choix à venir ne définira pas seulement une politique, mais la manière dont la population se projette dans l'avenir. Avant l'aube, l'ultimatum n'est encore qu'un document confidentiel. Après 6h30, il devient un déclencheur. Avant, les sites post-visites miniers fonctionnent sous des arrangements hérités. Après, chaque infrastructure stratégique est relue comme un point de vulnérabilité. Cette bascule structure la séquence qui suit, minute par minute. À 6h45, un premier ordre circule dans les canaux sécurisés. Il ne parle pas d'or, mais de contrôle. Des points sensibles sont verrouillés, des équipes sont positionnées, des procédures longtemps théoriques passent en mode opérationnel. Rien n'est visible pour le public, mais l'appareil d'État se met en tension. L'objectif est clair, éviter toute fuite, toute pression anticipée, toute réaction en chaîne incontrôlée. Peu après, l'attention se déplace vers les infrastructures économiques. Les accès non sécurisés sont suspendus, certaines communications sont coupées, de manière ciblée et temporaire. Ce geste n'est pas spectaculaire, mais il envoie un signal. Le pays montre qu'il peut agir vite, sans attendre des arbitrages extérieurs. À ce stade, la crise reste contenue, mais elle s'épaissit. Les partenaires étrangers comprennent que la réponse ne sera pas purement verbale. Le point de montée intervient dans la matinée. Des unités prennent position autour de sites aurifères clés, non pour provoquer, mais pour marquer une présence. Cette visibilité change la perception de l'ultimatum. Ce qui pouvait passer pour une négociation asymétrique commence à ressembler à une confrontation de volonté. Ibrahim Traoré, informé en temps réel, sait que chaque geste est interprété au-delà des frontières. À 9h00, un événement inattendu accélère encore le rythme. Une image circule, issue d'un survol civil. Un drapeau burkinabé flottant sur une installation aurifère récemment sécurisée. En quelques minutes, les mots « or »,« dignité » et « indépendance » envahissent les discussions en ligne. La crise quitte les cercles fermés pour entrer dans l'espace public. Ce passage est irréversible. Désormais, toute décision aura un coût politique visible. Le pic symbolique arrive à midi. Devant une foule dense à Ouagadougou, Ibrahim Traoré prend la parole. Le discours est bref, mesuré, sans chiffres nouveaux. Il insiste sur la responsabilité envers les générations futures et sur le caractère historique du moment. L'effet est immédiat. Les marchés internationaux réagissent. Le cours de l'or progresse en quelques heures. D'abord de 3,7%, puis davantage. Pour les partisans de la décision, c'est un premier signe que la fermeté peut produire un levier. Mais la séquence ne s'arrête pas là. En fin de journée, les rues bruissent de débats, de rumeurs, de projections contradictoires. Certains redoutent des sanctions, d'autres parlent déjà de renaissance économique. La tension est réelle, mais elle s'accompagne d'une détermination nouvelle. L'événement initial, technique et discret,
a déclenché une chaîne dont les répliques continueront de se faire sentir. En quelques heures, le pays est passé d'une contrainte imposée à une affirmation assumée. La ligne des événements montre une chose. Une décision, lorsqu'elle est suivie d'actes cohérents, peut transformer un ultimatum en point de non-retour. Avant l'ultimatum, la situation de référence est relativement stable, mais défavorable. L'économie burkinabé vit avec une dette élevée, une production aurifère importante et un contrôle limité sur la valeur finale de cette ressource. Après la décision de refuser la cession, les premiers écarts apparaissent rapidement, mesurables, mais encore fragiles. Le premier indicateur concerne les réserves d'or nationales. Dans les semaines qui suivent la reprise de contrôle des sites stratégiques, une hausse de 5,6% est observée. Ce chiffre n'est pas spectaculaire en soi, mais il marque une rupture symbolique. Il signifie que, pour la première fois depuis longtemps, une part accrue de la production reste comptabilisée au niveau national, au lieu de transiter immédiatement vers des circuits extérieurs. En valeur, cela représente un levier financier non négligeable à court terme. Le deuxième indicateur porte sur la production annuelle. Le Burkina Faso produit d'environ 14 tonnes d'or par an, mais avant la crise, près de 60% échappaient au contrôle direct de l'État. Après l'intervention, les estimations les plus prudentes indiquent qu'environ 40% de cette production, soit près de 34 tonnes, reste désormais sous supervision burkinabé. Ce déplacement n'augmente pas instantanément la richesse totale, mais il modifie la chaîne de décision. Le pays gagne du temps, de la visibilité et une capacité accrue à orienter l'usage de cette ressource. Le troisième indicateur est plus négatif, mais tout aussi révélateur. Les projections économiques anticipent une contraction du PIB de 3,2% à court terme. Ce recul reflète les tensions immédiates, ralentissement des échanges, prudence des investisseurs, incertitude diplomatique. Pris isolément, ce chiffre alimente les critiques, mais replacé dans le contexte, il montre surtout le coût initial d'une rupture avec un modèle ancien, déjà contraignant. Les économistes proches du gouvernement soulignent que cette baisse reste temporaire, si les revenus miniers sont mieux captés localement. Ces trois données doivent être lues ensemble. La hausse des réserves montre un gain de contrôle. La réorientation de la production révèle un changement structurel. La contraction du PIB rappelle que toute transition comporte un prix. Aucune de ces mesures ne prouve à elle seule le succès de la stratégie. Ensemble, elles dessinent un déplacement du centre de gravité économique, du court terme vers une autonomie potentielle. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres servent moins à célébrer qu'à arbitrer. Ils fournissent un tableau partiel, encore incomplet, mais suffisamment clair pour guider les étapes suivantes. La question n'est plus de savoir si la décision a un impact, mais si ce nouvel équilibre peut être stabilisé sans épuiser la société. Le débat autour de la décision d'Ibrahim Traoré se structure rapidement en deux lectures antagonistes, chacune s'appuyant sur des arguments cohérents. La première, dite pragmatique, met en avant les risques immédiats d'un isolement économique. Selon ses défenseurs, l'histoire récente fournit des précédents lourds. Des États ayant rompu brutalement avec leurs créanciers ont subi des sanctions, des ruptures d'approvisionnement et des crises sociales durables. Il rappelle que le Burkina Faso dépend encore largement des importations pour des biens essentiels et que toute perturbation prolongée peut toucher en priorité les ménages les plus vulnérables. Dans cette logique, céder une part de l'or serait un mal moindre, destiné à préserver la stabilité à court terme. Cette position insiste aussi sur la confiance des investisseurs. Une rupture perçue comme hostile peut geler des projets, ralentir l'activité et aggraver le chômage. Pour ces analystes, la souveraineté n'a de sens que si elle s'accompagne d'une capacité à assurer un minimum de prospérité matérielle. Sans cela, l'autonomie politique risque de se transformer en fragilité sociale. Face à eux, les partisans de la rupture avancent une lecture structurelle. Ils estiment que la dépendance financière actuelle n'est pas un accident, mais le résultat d'un système durablement déséquilibré.
Dans ce cadre, accepter l'ultimatum ne ferait que prolonger un modèle où les ressources quittent le territoire plus vite qu'elles ne le renforcent. Pour eux, le coût immédiat est réel, mais il doit être comparé au coût cumulé de décennies de concessions. Reprendre le contrôle de l'or, même partiellement, est vu comme une condition préalable à toute réforme crédible. Une troisième voie, plus nuancée, tente de concilier ces deux logiques. Elle reconnaît la nécessité de défendre la souveraineté, tout en alertant sur les dangers d'une rupture trop abrupte. Ces experts plaident pour une transition graduée, combinant fermeté politique et négociations ciblées. Leur argument central, c'est que la crédibilité internationale ne se construit ni par la soumission ni par la confrontation pure, mais par la capacité à tenir une ligne cohérente dans le temps. Et cette lecture la plus solide possible révèle une chose essentielle. La décision n'oppose pas le courage à la prudence, mais deux manières d'évaluer le risque. L'une privilégie la continuité pour éviter le choc. L'autre accepte le choc pour espérer un rééquilibrage durable. Dans cet espace tendu, Ibrahim Traoré ne tranche pas entre le bien et le mal, mais entre deux incertitudes concurrentes, chacune porteuse de coups et de promesses. Cette phrase, courte et longtemps tenue à l'écart, change la lecture entière de la crise. Derrière la décision initiale d'Ibrahim Traoré se dessine l'existence d'un protocole régional discret, liant plusieurs pays du Sahel autour d'une coordination stratégique. Ce cadre, connu sous le nom de bouclier AES, ne se limite pas à des déclarations politiques. Il prévoit une mutualisation minimale de la défense, de la logistique et de certaines ressources clés, suffisantes pour modifier le rapport de force perçu. Jusqu'ici, beaucoup d'observateurs analysaient la situation comme l'acte isolé d'un État enclavé face à des créanciers puissants. Cette révélation introduit une autre dynamique. Le refus de céder l'or ne repose plus uniquement sur la détermination nationale, mais sur la possibilité d'un soutien régional coordonné. Cela n'annule ni les risques ni les pressions, mais cela réduit l'asymétrie initiale. Pour la population, cette information agit comme un stabilisateur psychologique. Le choix d'Ibrahim Traoré cesse d'apparaître comme un pari solitaire. Il devient un élément d'un mouvement plus large, encore fragile, mais structuré. Au niveau diplomatique, le message est tout aussi clair. Toute mesure de rétorsion contre Ouagadougou doit désormais être évaluée à l'échelle régionale, et non plus uniquement nationale. Cette bascule ne garantit aucun succès. Elle déplace simplement le centre de gravité. La crise n'est plus seulement économique ou financière. Elle devient géopolitique, inscrite dans une recomposition plus vaste du Sahel, où chaque décision locale peut produire des effets en chaîne. Les effets de la décision commencent à se matérialiser différemment selon les acteurs concernés, révélant une redistribution inégale mais lisible des impacts. Pour l'État, le premier changement est budgétaire. La reprise partielle du contrôle sur l'or améliore la visibilité des recettes et renforce la capacité de planification. Les autorités disposent d'un levier supplémentaire pour arbitrer entre sécurité, dépenses sociales et investissements, même si cette marge reste fragile et dépendante de la stabilité régionale. Ibrahim Traoré sait que cette fenêtre est étroite, mais elle n'existait pas auparavant. Du côté des entreprises, la situation est contrastée. Certaines sociétés étrangères gèlent leurs projets ou demandent à renégocier leurs contrats, craignant une insécurité juridique accrue. À l'inverse, des acteurs régionaux et asiatiques manifestent un intérêt prudent, attirés par un modèle où l'État affirme son rôle. Pour les entreprises locales, la décision crée une incertitude à court terme, mais aussi l'espoir d'un accès plus direct aux chaînes de valeur, jusque-là dominées par des intermédiaires extérieurs. Pour les citoyens, les effets sont d'abord psychologiques avant d'être matériels. À Ouagadougou et dans les zones minières, un sentiment de fierté et d'appropriation émerge. Les discussions quotidiennes portent moins sur la résignation que sur les perspectives. Toutefois, les ménages ressentent aussi les premières tensions. Hausse de certains prix importés, inquiétude sur l'emploi, attente de résultats concrets.
Le soutien populaire repose donc sur une promesse implicite, que les sacrifices initiaux produisent des bénéfices visibles. Enfin, au niveau régional et international, la décision burkinabé agit comme un signal. Les pays voisins observent attentivement, cherchant à évaluer si cette trajectoire peut être reproduite sans provoquer un choc incontrôlable. Les partenaires occidentaux réajustent leur discours, tandis que d'autres puissances explorent de nouveaux canaux de coopération. Le Burkina Faso devient un cas d'école, plus scruté que jamais. Ces 4 niveaux montrent que l'impact ne se résume pas à un gain ou une perte unique. Il s'agit d'un déplacement progressif des rapports de force, dont les effets réels dépendront de la capacité à transformer l'élan politique en résultats durables. C'est à cette condition que la décision d'Ibrahim Traoré pourra dépasser le symbole et s'inscrire dans le quotidien. À partir des données disponibles et des réactions observées, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles reposent sur les mêmes fondations, mais diffèrent par leur capacité d'exécution et par l'intensité des pressions extérieures. Dans un scénario de base, le Burkina Faso maintient une ligne de fermeté pragmatique. Les sites miniers sécurisés reprennent progressivement un rythme stable, sans expansion rapide. Les exportations d'or continuent, mais sous une surveillance renforcée, ce qui limite les fuites de valeur. La croissance reste modeste, mais évite l'effondrement redouté. Les partenaires régionaux du bouclier AES apportent un soutien discret, suffisant pour maintenir ouverts certains corridors commerciaux. Dans cette hypothèse, le pays traverse une phase d'ajustement exigeante, mais cohérente, où la stabilité repose davantage sur la discipline interne que sur l'aide extérieure. Ibrahim Traoré consolide alors sa crédibilité, sans produire de rupture spectaculaire. Dans un scénario plus favorable, la dynamique régionale s'amplifie. Le Mali et le Niger accélèrent leurs propres réformes, créant des synergies dans la gestion des ressources et la sécurité. De nouveaux partenariats économiques émergent, notamment avec des acteurs asiatiques, attirés par une gouvernance plus affirmée. Les recettes issues de l'or augmentent progressivement, permettant des investissements ciblés dans les infrastructures et les services essentiels. La confiance intérieure se renforce, et le Burkina Faso devient un point de référence pour d'autres États cherchant à réduire leur dépendance. Cette trajectoire reste fragile, mais elle installe un cercle vertueux où la souveraineté commence à produire des effets tangibles. À l'inverse, un scénario sous tension ne peut être exclu. Les pressions diplomatiques s'intensifient, des sanctions ciblées compliquent l'accès aux circuits financiers internationaux, et certains partenaires hésitent. L'inflation progresse, les importations deviennent plus coûteuses, et des tensions sociales apparaissent. Malgré cela, l'État tient grâce aux ressources reprises et à une cohésion politique maintenue. Le coût pour la population est réel, mais le pays évite l'effondrement. Le symbole demeure puissant, même s'il pèse lourd sur le quotidien. Dans ces 3 cas, une règle s'impose, ne pas confondre incertitude et faiblesse. La trajectoire dépendra moins des annonces que de la capacité à transformer une décision politique en mécanisme durable. C'est là que se jouera l'héritage réel d'Ibrahim Traoré. Pour les citoyens ordinaires, la décision ne reste pas cantonnée au discours officiel ou aux chiffres macroéconomiques. Elle s'infiltre progressivement dans la vie quotidienne, parfois de manière subtile, parfois plus directe. Dans les quartiers urbains, les conversations changent de tonalité. On parle moins d'impuissance et davantage de choix collectifs, même lorsque l'inquiétude persiste. Cette évolution du récit compte presque autant que les effets matériels, car elle redéfinit la manière dont chacun se projette dans l'avenir. Chez les jeunes, en particulier, l'impact est perceptible. Beaucoup voient dans cette période une rupture symbolique avec une trajectoire perçue comme bloquée. Les perspectives d'emploi restent incertaines, mais l'idée que les ressources du pays puissent financer des projets locaux nourrit de nouvelles attentes. L'éducation, la formation technique et l'entrepreneuriat deviennent des sujets de discussion concrets, là où dominaient auparavant les rêves de départ.
Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme une figure lointaine que comme un catalyseur d'espoir, même fragile. Dans les zones minières, les travailleurs observent les premiers ajustements. Les conditions ne se transforment pas du jour au lendemain, mais un contrôle accru de l'État ouvre la possibilité d'une redistribution plus équitable. Les salaires, la sécurité et les infrastructures locales deviennent des enjeux visibles, liés directement à la gestion de l'or. Cette attente crée une pression supplémentaire sur les autorités. La souveraineté proclamée doit se traduire par des améliorations tangibles. Pour les familles, enfin, le quotidien reste marqué par la prudence. Les prix de certains produits importés fluctuent et l'incertitude économique pèse sur les décisions à court terme. Pourtant, un sentiment nouveau émerge, celui de participer, même indirectement, à un moment charnière. La crise cesse d'être abstraite. Elle devient une expérience partagée, où chacun mesure que les choix politiques ont désormais un visage et un coût assumé. Pour que la souveraineté affirmée ne reste pas symbolique, une séquence d'actions concrètes s'impose, structurée dans le temps et mesurable. La première étape concerne la sécurisation durable des ressources. Des unités mixtes, civiles et militaires, sont déployées autour des sites miniers et des infrastructures logistiques. Le critère d'évaluation est simple: absence de perturbations majeures et continuité de l'extraction, sans fuite d'informations ni de production. La deuxième étape vise la révision des cadres contractuels. Un comité d'experts, associant économistes, juristes et ingénieurs, examine les accords existants avec les opérateurs miniers. L'objectif n'est pas l'annulation systématique, mais l'ajustement des clauses de partage de valeur, de fiscalité et de transparence. Le succès se mesure par l'augmentation de la part de revenus captés localement et par la réduction des litiges. La troisième étape porte sur la canalisation des recettes vers des usages visibles. Les fonds issus de l'or doivent être fléchés vers des priorités identifiées. Infrastructures dans les zones minières, santé, éducation et sécurité alimentaire. Chaque programme est associé à des indicateurs simples, comme le nombre d'équipements livrés ou de services rétablis dans un délai donné. La quatrième et septième étape concerne la diversification des partenariats. Sans rompre tout lien, l'État explore de nouveaux canaux de coopération régionale et extra-régionale afin de réduire la dépendance à un nombre limité d'acteurs. Cette diversification se juge à la variété des accords signés et à la résilience des échanges en période de tension. Enfin, la cinquième étape est politique et sociale. Maintenir la confiance intérieure. Une communication régulière, factuelle, évite l'emballement des attentes comme le découragement. Ibrahim Traoré doit montrer que chaque sacrifice est inscrit dans une trajectoire lisible. Si ces 5 axes avancent ensemble, la décision initiale peut devenir un processus maîtrisé et non un pari isolé. À la tombée du jour, une image revient, presque banale en apparence. Un drapeau planté sur un site minier, aperçu plus tôt au cœur de la crise. Ce symbole, déjà évoqué au début des événements, prend ici une autre densité. Il ne représente ni une victoire définitive, ni une rupture achevée, mais un moment où une trajectoire a changé de direction. Pour beaucoup de Burkinabés, ce repère visuel devient un point d'ancrage, une manière de raconter ce qui est en train de se jouer. Ibrahim Traoré, dans cette phase, n'apparaît plus seulement comme le décideur de l'ultimatum initial. Il devient le dépositaire d'une attente collective, faite d'espoirs prudents et de craintes assumées. La souveraineté, telle qu'elle se dessine, n'est ni héroïque ni confortable. Elle se construit par des choix imparfaits, des ajustements continus et une responsabilité partagée entre l'État et la société. Le rappel le plus fort n'est pas économique, mais moral. Ce qui a été engagé dépasse la gestion de l'or ou de la dette. Il s'agit d'une affirmation de capacité à choisir, même lorsque le choix est coûteux. Cette idée, simple mais exigeante, traverse désormais les conversations,
des centres urbains aux zones rurales. Une phrase résume cet état d'esprit, répétée sans emphase. Un pays ne se redresse pas en un jour, mais par des décisions tenues. C'est sur cette continuité, plus que sur l'événement initial, que se jouera la suite. À ce stade, le récit ne se referme pas sur une certitude, mais sur un espace de réflexion. Ce qui s'est joué autour de l'ultimatum et du refus de céder l'or dépasse un événement isolé. Il s'agit d'un test grandeur nature sur la capacité d'un État, d'une société et d'une région à redéfinir leur marge de manœuvre dans un système contraignant. Le Burkina Faso n'a pas encore prouvé que cette voie mènera à la prospérité. Il a seulement montré qu'une autre trajectoire était envisageable. Pour certains observateurs, l'expérience restera un avertissement sur les risques de la rupture. Pour d'autres, elle deviendra un précédent, étudié et peut-être reproduit ailleurs. Dans les deux cas, la question centrale demeure ouverte. Comment transformer un geste politique fort en amélioration durable des conditions de vie, sans épuiser la population qui le soutient? Ibrahim Traoré a engagé un processus plus large que sa propre décision. Il a déplacé le débat, de l'acceptation résignée vers le choix assumé. La suite dépendra moins des discours que de la capacité collective à tenir dans le temps, à corriger les erreurs et à mesurer les résultats sans illusion. Au fond, une interrogation simple reste suspendue. Si la souveraineté a un coût, jusqu'où une société est-elle prête à aller pour en assumer le prix? Et à quelles conditions ce prix devient-il acceptable pour le plus grand nombre?